c'est un travail interdisciplinaire qu'on a effectué donc, au travers de cette thèse qui se fait en collaboration entre l'IHU Méditerranée Infection et le laboratoire ADES, donc avec Michel Signoli et Michel Drancourt. Donc on va parler un petit peu d'analyse voilà, des textes historiques à travers l'introduction à une nouvelle méthode d'analyse des mots et des champs lexicaux. On a fait cette analyse sur la peste de Milan en 1630 et la peste de Marseille en 1720 parce qu'elles sont extrêmement bien documentées. On a beaucoup d'archives. Alors pour cette communication, je vais plutôt parler de la peste de Marseille en 1720, mais la méthode était la même pour la peste de Milan. On va voir aussi quelques résultats de la peste de Milan. Donc, tout d'abord, je vais replacer ces pestes dans un contexte que vous connaissez tous, on en a déjà parlé ici, donc c'est dans le contexte de la seconde pandémie, qui commence avec l'épisode de la peste noire en 1346, vous voyez ici à Kaffa, ville qui a siégé et dont on pense qu'une des premières attaques bioterroristes de l'histoire, une des premières attaques en tout cas documentées a eu lieu, où les Mongols assiégeaient la ville de Kaffa, ils ont catapulté des corps infectés, pestiférés à l'intérieur de la ville. C'était un comptoir génois, les Génois ont fui, et ont répandu la peste dans toute l'Europe. Donc vous avez ici une carte qui montre ça. Donc au niveau des introductions, on pense qu'il y a plusieurs hypothèses, que cette peste aurait pu être introduite via les routes de la soie, ou via un réservoir ici qui se situerait en Europe de l'Est, et il y aurait eu plusieurs introductions de cette peste en Europe. En tout cas, elle a ravagé l'Europe. Le résultat, on le connaît, et on pense qu'il y a eu environ 30 millions de morts. Et là, on parle juste de l'épisode de la peste noire. Mais la seconde pandémie a duré jusqu'au 19e siècle. Les dernières épidémies étaient à Malte en 1814. Donc, elle a fait énormément de victimes. Donc, sur ces grandes épidémies anciennes, il y a une question qui se pose toujours, c'est des épidémies extrêmement mortelles. Ces épidémies massives, parfois on a plus de 90% de taux de mortalité sur ce genre d'épidémie. Ça va entre 20 et 90%, donc c'est extrêmement puissant comparé aux épidémies de la troisième pandémie. Et donc, on a un problème, parce qu'on ne connaît pas vraiment les sources et les vecteurs. Donc, ça reste spéculatif, parfois infondé, c'est parfois dérivé de modèles mathématiques. Donc, il y a plusieurs hypothèses qu'on connaît, quelles auraient pu être les sources. Je préfère employer le mot source que vecteur pour ces pestes-là. Donc, on pense évidemment au rat et à la puce, même si on sait que c'est majoritairement un modèle qui a été dérivé de ce que Simon a trouvé, ce modèle était vrai en 1898, pendant la troisième pandémie. On ne sait pas s'il était vrai pendant la seconde. Après, on a l'hypothèse des aérosols en ce qui concerne les pestes pulmonaires, une transmission par les aérosols. Donc, c'est un modèle également qui est majoritairement dérivé de ce qui s'est passé en Mandchourie en 1911, puisqu'il y a eu une supposée épidémie de peste pulmonaire qui aurait fait plus de 50 000 victimes. Alors, je dis supposée parce qu'il n'y a pas eu de confirmation microbiologique du diagnostic. Et ensuite, on peut aussi penser aux ectoparasites humains, qui sont la puce de l'homme ou le pouls de corps. Et ces conclusions sont majoritairement basées sur des modèles mathématiques. Donc, la problématique qu'on avait, c'était de voir si, avec nos moyens à nous, on s'est inspiré de méthodes, vous allez voir, de biologie, si une réanalyse tout simplement naïve et non biaisée des textes historiques anciens, avec un logiciel qui, à la base, sert à analyser l'expression différentielle des transcriptomes en biologie. Voilà, si cette réanalyse des mots des textes anciens pouvaient nous donner des indications sur les sources, les vecteurs et les dynamiques de ces épidémies anciennes, avec deux épidémies représentatives que sont Milan en 1630 et Marseille en 1720. Donc on va plutôt se concentrer sur Marseille. Donc on a commencé, tout simplement en utilisant des textes qu'on avait à disposition. Donc c'est des textes numérisés par Google Books, donc c'est extrêmement bien fait. C'est extrêmement bien numérisé. Donc, on a pu recueillir 16 textes de peste anciens. Donc, c'est des textes, vous avez ici les auteurs, vous avez ici les titres. Donc, c'est des textes qui peuvent parler de la peste à Marseille, mais qui peuvent aussi parler de la peste en Provence, à Toulon ou à Aix. Donc, on parle de cette grande peste 1720-1722. La plupart des auteurs de ces textes sont des médecins.
Nous avons ici un administrateur, Jean d'Entrechaux, qui a aussi écrit un texte, et nous avons un texte dont on ne connaît pas l'auteur, et donc on ne connaît pas sa profession. La nouveauté de cette méthode, c'est qu'on va faire la même chose qu'en biologie, c'est-à-dire qu'on va utiliser des textes contrôle, donc ce qu'on appelle des contrôles négatifs. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris des textes aussi numérisés par Google Books de la même période pour avoir exactement le même vocabulaire, parce qu'on a des choses très particulières. À cette époque, on a l'emploi du S long, qui est le F à la place du S. Donc, on voulait avoir exactement le même vocabulaire parce que c'est important pour notre logiciel, parce qu'il va comparer les textes et éliminer les mots qu'on a en commun. Donc, tous les mots comme le, dans, de, ou, ces mots-là qui sont extrêmement utilisés, qui sont récurrents, vont être éliminés. Donc, bref, on a pris des textes contrôle négatifs. Donc, on a pris des textes du XVIIIe siècle également en français. Et vous voyez, ça peut parler de beaucoup de sujets. Ça peut parler des plantes. Il y en a sur la construction des canaux. Il y en a sur l'histoire de la peste, l'histoire universelle, les urines. Ces textes aussi. On a pris aussi des textes médicaux, évidemment, pour éliminer le plus possible comment dire, les termes médicaux, pour avoir des termes vraiment spécifiques à la peste. On a des textes qui parlent aussi d'architecture, des tumeurs, voilà, etc., de la chirurgie. Donc, on a pris ces textes-là. Donc, un des problèmes qu'on avait, c'était qu'on sait qu'à l'époque, il y a beaucoup de reprises. Je ne vais pas employer le terme plagiat, mais je vais employer le terme reprise d'autres auteurs, il y a d'autres textes. Donc, c'est-à-dire que dans un texte, vous avez parfois 40 ou 50 pages qui sont une citation d'un autre texte qui va parler de peste. Donc, on peut avoir des récurrences. Donc, on a fait ce qu'on appelle un indice de similarité de Jacquard qui nous permettait de voir justement si les textes étaient assez indépendants les uns des autres, c'est-à-dire c'est un logiciel qui va mesurer le plagiat. En gros, et on va voir si ces textes forment des échantillons. Donc, j'emploie volontairement le mot échantillon, comme en biologie, des échantillons bien distincts les uns des autres, et on pouvait se permettre de les analyser comme des textes différents. Donc, vous voyez, ça marche très bien. Le maximum dans un indice de Jacquard, c'est 1. Le texte qui avait le plus de similarité entre eux était à 0,08. Donc, il n'y avait pas de problème pour ça. Donc, on pouvait analyser nos textes, à la fois les contrôles et les textes qui parlent de peste. Donc, on a utilisé un logiciel pour faire ça. Donc, les textes étaient numérisés. Nous les avons transformés en format TXT. Nous les avons rentrés dans un logiciel qui s'appelle R. Donc, on les a importés. On a séparé les mots les uns des autres. Avec les espaces, on a enlevé tous les accents et les signes. Et on a aussi fait un filtre, c'est-à-dire que il y avait un certain nombre d'erreurs quand on a rentré ces mots-là dans R. C'est dû au fait que ce sont des textes anciens. Parfois, les mots sont mal numérisés, donc les mots ne sortent pas, ou alors c'est des mots qui n'existent pas. Donc, pour être sûr d'avoir des mots qui existent, on a pris un glossaire français qui regroupe 336 631 mots. Ça incluait les noms propres, les verbes conjugués. On avait un autre glossaire qui comprenait l'ensemble des villes, des villages, des pays, des rivières. Et on a gardé uniquement les mots qui matchaient justement avec ce glossaire-là. Donc, les mots qui ont été mal transcrits, on les a supprimés. Donc, on a gardé que des mots qui existaient dans la langue française. Donc, voilà, tous les mots aussi, pour des raisons évidentes, on les a transformés au singulier. Parce que si vous avez hôpital ou hôpitaux, si vous voulez, on parle de la même chose. Donc, pour ne pas perdre en puissance statistique, on a tout transformé au singulier. Donc, on a créé des règles, voilà. Donc, si un mot existait sans le S, si un mot terminait par un S, il existait sans le S dans le glossaire, on le transformait sans le S et on le gardait comme ça. Pareil pour AUX ou X, donc on a fait des règles comme ça. Et on a aussi fait une règle qui transformait le S long, donc ce F qui est utilisé quand même jusqu'à la révolution industrielle. Par exemple, dans beaucoup de textes, on parle de peste, c'est pas la peste. Donc, et on l'a remplacé par un S dans le français qu'on connaît, nous, et dans le glossaire qu'on avait. Qu'on a pu matcher aussi ces mots-là. Donc voilà, en gros, on les a réparés. On a réparé ces mots-là qui sont un petit peu abîmés ou anciens. Comme si on réparait de l'ADN ancien, la même chose. Donc voilà un petit peu ce que ça a donné au niveau des mots. Donc si vous voulez, quand on prend nos textes contrôle et nos textes de peste, donc les 16 textes de
peste et les 11 textes de contrôle, vous avez, quand on avec ce dictionnaire-là, donc que les mots qui vont matcher avec les mots du dictionnaire vont rester pour notre analyse. Donc, on se retrouve à 1,6 million de mots. Donc, on garde 78% de nos mots. Et ensuite, on a créé une autre règle qui était, si vous voulez, de garder les mots qui n'étaient présents qu'au moins 5 fois au total dans tous les textes. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt pour l'analyse statistique qu'on va faire. C'est une méthode quantitative qu'on utilise. Donc, si les mots sont présents moins de 5 fois, ça fait du bruit de fond, mais ils ne sont pas du tout utiles à l'analyse statistique. Donc, finalement, on se retrouve avec 10 000 mots uniques que l'on va utiliser pour cette analyse. Donc, 1,5 million de mots, mais 10 000 mots uniques. Donc, on utilise ce logiciel-là dont je vous avais parlé pour analyser, qui à la base était fait pour analyser l'expression différentielle des transcriptomes. Et en fait, à la place, au lieu de lui donner des séquences d'ADN, les séquences d'ADN, vous savez, c'est des lettres. A, T, C, G, on lui donne des mots. Donc, le logiciel va réagir exactement de la même manière. Donc, il va pouvoir faire des statistiques sur ces mots. Donc, c'est le logiciel qui s'appelle Dissect2. Donc, on va créer ce qu'on appelle un volcanoplot. Donc, on va choisir nos critères de sélection. On va lui dire, voilà les mots que je veux que tu sélectionnes. Donc, les mots qui nous intéressaient à nous, c'était des mots qui avaient un log de fold change supérieur à 0 et une p-adjust inférieur ou égal à 0,05. Donc, ça veut dire que c'est des mots. Ici, en gros, ça veut dire que ces mots-là sont plus représentés dans les textes de peste et ça veut dire ici que la chance que ces mots-là ne soient pas significatifs est extrêmement faible. Donc, vous voyez ici, ce sont les mots rouges que nous avons sélectionnés. Et ici, vous avez les mots du contrôle négatif. C'est un volcanoplot en miroir. Donc, nous, on n'a pris que ces mots-là. Donc, avec ces mots-là, on a généré un word cloud. Donc, la taille de 72 mots. Donc, 72 mots significatifs dans les textes de peste. Donc, le logiciel nous dit que ces mots-là sont significatifs. La taille des mots est corrélée à leur p-adjust. Donc, plus ils sont gros, plus ils sont significatifs. Donc, on va les voir plus en détail après. Mais là, vous avez quelques mots. Vous avez le mot marchandise, qui est le plus significatif. Le mot bubon, évidemment, c'est le signe pathognomonique de la peste. Mortalité, contagion, contagieux, quarantaine, parfum et peste. Vous avez aussi levain. Ici, c'était le nom pour désigner la peste. On disait que c'était un levain pestilentiel. Ça marche très, très bien. Vous avez aussi ici Marseille. Enfin, on a beaucoup, beaucoup de mots. Donc, on se retrouve avec tous ces mots-là. Mais ces mots-là, pour l'instant, on n'a pas du tout regardé les textes. Donc, ils sont pas du tout dans un contexte lexical. On ne sait pas du tout ce qu'ils veulent dire. Donc, on s'est dit, on essaye de faire la méthode la moins biaisée possible. On voulait vraiment retourner au texte tout à la fin, vous allez voir. Donc, on s'est dit, comment remettre ces mots-là dans un contexte lexical? On s'est dit, on va créer quelque chose, on va faire une analyse nichée. C'est-à-dire qu'on va prendre un mot d'intérêt. Donc, par exemple, c'est ce mot rouge, ce sera bubon. Et je veux voir où bubon se situe. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé au logiciel de prendre les 15 mots avant bubon, les 15 mots après bubon, dans l'ordre, et de regarder parmi ces mots-là, lesquels justement étaient significatifs, pour créer une sorte de réseau, pour remettre le mot dans un contexte lexical. Donc, toujours pareil, on crée un volcanoplot, et vous voyez, ça marche très très bien. Par exemple, si on le fait sur le mot marchandise, vous connaissez tous l'histoire de la peste de Marseille en 1720, on a l'histoire de l'introduction de la peste de 1720, donc autour de marchandises. Vous voyez, on voit que nous avons un vaisseau ou un navire, ici navire, qui est arrivé du Levant, qui était infecté, qui transportait du coup des marchandises, parce que le mot marchandise n'est pas présent ici, mais c'est le mot autour duquel tous ces mots sont concernés. Ces marchandises ont été débarquées dans les infirmeries qui se situaient au Lazaret. Vous voyez, donc on a cette histoire-là du vaisseau qui arrive avec des marchandises infectées. Et donc on prend des précautions parce que les marchandises sont infectées, il y a les portefeuilles qui vont les purger, qui vont tomber malades. Donc voilà, on a cette histoire-là. Et quand on le fait autour du mot bubon, c'est aussi également très intéressant parce qu'on a les localisations. Alors vous savez que la localisation du bubon peut être extrêmement intéressante pour déterminer les vecteurs. Parce que si vous avez un bubon au cou, sous l'aisselle ou à l'aine,
ça sous-entend que vous avez une introduction transcutanée de Yersinia pestis et c'est pas forcément les mêmes vecteurs qui vont vous piquer aux jambes, au torse ou au visage. Donc c'était très intéressant pour nous. Donc on voit ici autour de Bubon qu'on a les localisations. Donc on a la cuisse, l'aine et l'aisselle. On a aussi le charbon. Le charbon, pour moi, fait partie des signes aussi pathognomoniques de la peste de la seconde pandémie. C'est le charbon et le bubon. Le charbon désigne en fait une ulcération consécutive à l'entrée de Yersinia pestis sous la peau. Donc en fait, le charbon, c'est quelque chose qui est très bien décrit par Simon en 1898. Le charbon pesteux, c'est la voie d'entrée de la peste dans le corps. Donc c'est extrêmement intéressant. On a le bubon et on a le charbon, donc on peut vraiment localiser les voies d'entrée. Vous avez aussi parotide. J'ai entouré ce mot parce que c'est extrêmement intéressant. Parce que les parotides, en fait, à l'époque, désignent des bubons derrière l'oreille, autour de l'oreille. Ce sont des bubons qui se situent ici. Donc vous voyez ici, en fait, donc on est sur une peste majoritairement bubonique en 1720 et on voit que les bubons peuvent se situer absolument partout. Donc sur la cuisse, sur l'aine, les aisselles, également sur le visage. Et nous avons ici l'ancêtre. Donc je vais faire un petit aparté sur ça parce que c'est aussi très intéressant cette analyse-là. Ça nous met en exergue, si vous voulez, un geste médical qui, à mon avis, est peut-être sous-estimé. Donc, parce qu'on a aussi analysé ça dans cette analyse, c'est-à-dire que, si vous voulez, donc la lancette, c'est un bistouri qui servait à faire des saignées. Et en fait, c'est peut-être le geste médical le plus efficace de ce qu'on a pu voir pendant la pandémie de peste, pendant l'épidémie de peste à Marseille. Donc, c'est-à-dire que la seule chose que les médecins pouvaient faire, vous en avez une représentation ici, c'était de ramollir le bubon, on l'incise, on le vide, donc on enlève le pus, et aussi on va retirer les ganglions lymphatiques qui sont nécrosés à l'intérieur du bubon, on nettoie cette plaie-là, et si vous voulez, le résultat de ce qu'on voit, en tout cas de ce que les médecins racontent. Évidemment, après, on ne peut pas préjuger au-delà, mais ce geste médical, on l'a peut-être sous-estimé, il semble assez efficace. En tout cas, c'est celui qui donne le plus de taux de guérison. Donc, c'est quelque chose dont on parle beaucoup pour la peste de Marseille. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il sort juste après bubon, parce qu'à chaque fois qu'on a un bubon, on va l'inciser, le vider et le nettoyer. Et ça a l'air assez efficace. Donc, voilà, je voulais faire un petit aparté sur ça. Donc, on a généré nos mots. Vous vous rappelez, on a un word cloud avec 72 mots. On a essayé tous de les remettre dans un contexte lexical. Je vous ai montré l'exemple de marchandises et je vous ai montré l'exemple de bubon. Et ensuite, on les a tous remis, les 72, dans des contextes lexicaux. Et on a fait des analyses nichées sur tous et ensuite, on les a catégorisés. C'était l'étape suivante. Donc là, pour les catégoriser, on est retourné quand même au texte original pour voir dans quelle phrase, dans quel type de phrase ils pouvaient se situer ces mots-là. Donc, on a créé plusieurs catégories, vous voyez, donc les conséquences de la peste. Vous avez contagion, malheur, cadavre, ravagé, pestiféré, ce sont des conséquences. Des mots liés à la désinfection, donc le vinaigre qui servait à désinfecter, les parfums, on avait parlé des fumigations, donc des infections aussi. Vous avez le mot air. Alors, il y a des mots qui vont être dans plusieurs catégories. C'est assez intéressant. Par exemple, le mot air, la moitié du temps, il va être utilisé comme de la désinfection, c'est-à-dire qu'on va mettre les marchandises à l'air libre pour les désinfecter. Et l'autre moitié du temps, il va être utilisé comme une source. On en a déjà parlé, c'est l'air pestilentiel. C'est les miasmes dans l'air. Donc voilà, on a aussi une catégorie qui est liée à l'introduction ou l'origine de la peste, qui est le vent. Des catégories qui révèlent des mots qui révèlent la nature de la peste, qui est terrible, cruelle, contagieuse. À l'époque, on sait déjà que la peste est contagieuse, fatale, fléau, voilà. Et on va aussi avoir des mots dont on ne peut pas, excusez-moi, voilà, des mots qu'on ne peut pas catégoriser. Donc, ce sont des catégories autres. Vous voyez, tous, ceux, famille, quel, nous, croire, voilà, ça c'est des mots qu'on n'a pas catégorisés. Ensuite, on a des mots qui révèlent le lieu,
où s'est passée cette peste-là, donc dans la ville, à Marseille, dans les quartiers. Les noms qu'on va donner à la peste. Donc la peste, donc, si on va l'appeler la maladie, on va l'appeler le levain, le fléau, la calamité, et on va la qualifier de terrible. Des choses, des preliminary conditions, des choses qui étaient présentes avant la peste. Donc les gens dans les sources historiques disent qu'il y avait beaucoup de gens pauvres, des mendiants. Des choses qui sont liées à la prévention de la peste, le système de quarantaine qui a été instauré en 1377 à Dubrovnik et qui a très bien fonctionné à Marseille, qui a prévenu, on estime, environ 16 épidémies de peste entre 1700 et 1720. Après, des choses qui sont liées aux mesures de prévention, justement, parce qu'on avait tout un système pour se protéger, donc les infirmeries, la police, les hôpitaux, mais aussi qui vont se retrouver dans la catégorie public-réponse. La réponse publique, pardon, excusez-moi. C'est-à-dire qu'on a des infirmeries, on a de la police, on a des hôpitaux, mais quand la peste se déclare, on n'en a plus assez. Donc on va en construire d'autres, on va faire venir d'autres personnes. Par exemple, c'est comme les docteurs aussi, ils faisaient partie du système de prévention, mais on va faire venir encore d'autres docteurs parce qu'on est dépassé par les événements. Les choses qui sont liées à la profession, les porteurs, donc c'est les portefaix, les personnes publiques, les consuls, les commandants, et nous avons des choses qui sont liées au vocabulaire religieux, la charité, des choses qui sont liées aux sources de peste, donc ça c'est très intéressant, les marchandises, les meubles, donc les meubles à l'époque c'est les biens meubles, c'est tout ce qu'on peut transporter, et les hardes. Et ensuite nous avons des symptômes, le fameux bubon, le fameux charbon, qui sont vraiment... c'est un couple qui est quasiment inséparable pendant la seconde pandémie de ce qu'on voit dans les sources historiques, et les choses qui sont liées au traitement, donc la prophylaxie, les cordiaux et le citron. Il y avait beaucoup de choses qui étaient faites à base de citron. Donc voilà, un petit peu comment on a classifié nos mots. Donc nous, ce qui nous a beaucoup intéressé, ce sont les sources, justement ce que les historiens, enfin c'est pas les historiens, ce que les médecins de l'époque qualifiaient de sources de peste. Donc on est retourné à tous ces mots-là. Donc vous avez des mots qui étaient aussi enrichis, qui n'étaient pas significatifs, qui étaient enrichis, c'est-à-dire qui étaient 4 fois plus présents dans les textes de peste que dans les textes de contrôle. Donc on les a aussi analysés. Et là, on est retourné au texte. Donc on a lu toutes les phrases dans lesquelles ces mots se trouvaient. Donc, par exemple, le mot marchandise était présent à 810 occurrences. Nous avons lu les 810 phrases dans lesquelles il était utilisé. Nous avons déterminé dans combien de phrases il était utilisé comme une source de peste. Voilà, c'est quelque chose qu'on a fait de bonne foi. Donc, si vous voulez, vous avez des pourcentages. Donc, marchandise utilisé 69% comme une source de peste, dans 69% des cas. Les hardes dans 87% des cas. Les meubles dans 94% des cas. Les habits dans 83% des cas. Air, comme je vous l'ai dit, parfois c'est utilisé, ça c'est le mot un petit peu ambigu, comme une source de peste ou comme quelque chose justement qui, au contraire, qui va soigner la peste, qui va la purifier. Donc c'est que 37% des cas, donc c'est pas significatif. On avait des mots comme viande, on ne savait pas vraiment où les situer, donc 6% des cas, mais en réalité la viande était plus utilisée comme un traitement, c'est-à-dire quelqu'un qui était malade, vous allez lui faire un bouillon à base de viande, et c'est dans ce sens-là qu'il est utilisé la plupart du temps. Mais dans 6% des cas, on peut penser que la viande était infectée. Et les chiens, pareil, on ne savait pas vraiment le classifier. Et il est utilisé en 31% des cas comme une source de peste. Mais en fait, le chien à Marseille est utilisé comme une source de peste, non pas parce qu'il va avoir la peste, mais parce qu'il est résistant à la peste. Donc, comme il est résistant à la peste, ça, c'est quelque chose que les analyses biologiques ont montré plus tard. On sait que les canidés, en général, sont très résistants à la peste. Et donc, les chiens, pendant la peste de Marseille, vont transporter les hardes d'une place à une autre. Donc, ils vont transmettre la peste comme ça, si bien qu'à un moment, on va décider d'abattre tous les chiens, parce qu'on pense qu'ils transmettent la peste et que c'est un problème. Donc, voilà, c'était aussi intéressant. Et donc, là, je vous montre les résultats pour l'épidémie de Milan, qui a touché en fait tout le nord de l'Italie, de 1629 à 1131. Et donc là, pareil, on a un mot italien qui était assez compliqué à traduire, qui était robé.
qui veut dire voilà, les choses. C'est un petit peu l'équivalent de meubles en français, les biens meubles. Donc c'est pareil, mais surtout lié au tissu. Donc c'est assez difficile à traduire, mais on l'a traduit par stuff en anglais. Voilà, c'est les tissus, c'est les pacotis, c'est toutes ces choses-là. Vous avez les plumes qui sont considérées comme une source de peste parce qu'elles sont dans la literie. Les habits, on retrouve les mêmes choses qu'à Marseille. Les draps de lit, donc vous avez deux choses liées à la literie. L'air aussi, là où on a encore cette dualité où l'air soit purifie, soit transmet la peste. Et les lits de temps en temps. Donc si vous voulez, ici on voit quand même le tableau un petit peu qu'on a, c'est-à-dire que sur ces deux épidémies, donc ces deux épidémies représentatives de la seconde pandémie, ce sont les habits, ce sont les marchandises et la literie qui sont considérées comme des sources de peste. C'est ça qui transmet la peste. Donc il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans cette analyse, il n'y a pas de rat, il n'y a pas de... C'est-à-dire que nous n'avons absolument pas le mot rat ni puce. Il ne sort pas. Il est présent, je crois, une fois dans le texte de Marseille pour décrire des taches sur des poumons lors d'une autopsie où ils disent ça ressemble à des piqûres de puce. C'est la seule fois où il est présent. Mais le mot rat n'est absolument pas présent. Pourtant, on sait que quand il y a une épidémie peste, en général, il peut y avoir une épizootie, vous allez avoir des rats morts dans la rue. Et ça, je pense que peut-être que les docteurs ou les contemporains l'auraient rapporté, parce que c'est quelque chose qui n'est pas banal, d'avoir des rats morts de partout. En tout cas, pendant la troisième pandémie, c'est rapporté. C'est la première chose qui a sauté aux yeux des gens. Donc, c'est extrêmement intéressant. Donc, on est sur une peste massive, mais qui n'est pas transmise apparemment par les rats et par les puces. Donc, par quoi cette peste aurait pu être transmise ? Donc, si on regarde les résultats que nous, on a, vous avez les habits, les hardes, la literie. Si on essaie de voir biologiquement quelle pourrait être l'explication, l'explication, elle est assez évidente, c'est les ectoparasites humains. C'est comme ça que, par exemple, Charles Nicholl, qui a eu un prix Nobel, a déterminé que le typhus était transmis par les poux. C'est-à-dire que quand les gens arrivaient à l'hôpital, ils enlevaient leurs vêtements, et quand on enlevait leurs vêtements et qu'on les brûlait, ce qu'on faisait aussi pendant la peste, le typhus s'arrêtait. Parce que dans les vêtements, il y avait des déjections de poux et des poux vivants. Et c'est eux qui transmettaient le typhus. Donc, voilà, ces résultats peuvent nous indiquer une transmission par les ectoparasites humains. C'est pas du tout fantaisiste, c'est quelque chose qui est écrit ici dans un article qui est paru dans une grande revue, PNAS, où 9 épidémies de la seconde pandémie, justement, ont été modélisées. Vous avez Malte, Moscou. Et en fait, ils se sont rendus compte que le vecteur le plus probable de ces grandes épidémies était les ectoparasites humains. Donc, soit Pediculus humanus, le pouls de corps, soit Pulex irritans, la puce de l'homme, qui n'a pas de processus de blocage, qui ne peut pas être bloqué ou très rarement, contrairement à Xenopsylla qui est au puce. Donc voilà, en fait, on confirme un petit peu avec une analyse historique ce que d'autres avaient montré avec une analyse mathématique. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, tous les indices, en tout cas, pointent vers les ectoparasites humains qui seraient les vecteurs préférentiels de la peste. Et on ne dit pas ça pour rien aussi, parce que cette peste-là est majoritairement bubonique aussi. On a fait une autre analyse, on a analysé beaucoup de cas, tous les cas qu'on pouvait recenser de la peste de Marseille. 90% des cas sont buboniques. Donc, ce n'est pas a priori une peste pulmonaire, ce sont des pestes buboniques. Et les pestes buboniques sous-entendent une introduction transcutanée, souvent par une piqûre d'ectoparasite, soit de poux, soit de puce. Donc, voilà. Donc, comment les poux de corps peuvent transmettre la peste ? Donc aussi, vous avez une image d'une personne qui a une pédiculose, c'est-à-dire qui est infestée par les poux de corps. C'est assez simple à comprendre. Si vous voulez, le pouls de corps, en gros, c'est un tube. Il va piquer quelqu'un qui est infecté par Yersinia pestis. Le bacille va passer en son intestin. Pendant qu'il pique, il va déféquer. Ça lui sert aussi à réguler sa température. Et dans ses fesses, vous allez avoir des bacilles de Yersinia pestis vivants.
et la piqûre du puce est irritante, vous allez vous gratter, vous allez introduire le bacille à travers votre peau. C'est exactement la même chose pour la puce de l'homme, Pulex irritans. Donc quand vous voyez ça, on sait très bien avec les sources historiques que les gens étaient infestés d'ectoparasites, de puces ou de poux à l'époque. Donc c'est pas très difficile d'imaginer comment une énorme épidémie peut se transmettre quand les gens étaient a priori dans cet état-là. Donc ensuite, donc on s'est amusé aussi à faire des réseaux avec ces mots-là. Donc c'est des représentations, en gros, des analyses nichées que l'on a faites. Vous voyez, avec le mot infecté, vous avez le mot R qui est connecté, le mot meuble, le mot hard, le mot marchandise, qui lui est connecté à fatal. Donc vous avez tous ces mots-là qui indiquent aussi quels étaient les vecteurs de la peste. Vous avez plague victime, donc pestiféré, qui est connecté avec hard. Donc voilà, c'est très intéressant. Ensuite, nous avons aussi fait d'autres réseaux. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais pour comparer les mots italiens. Donc ici, vous avez le charbon italien, carbuncle, c'est charbon. Tous les mots qui sont liés à charbon en italien, tous les mots qui sont liés à bubon en italien, et pareil pour le français. Et nous avons essayé de voir quels mots nous pouvions avoir en commun. Donc, les localisations qu'il y a en commun, par exemple, entre le bubon italien pendant la peste de 1630 et le bubon de la peste de 1720, c'est les selles. C'est cette localisation que l'on trouve en commun. Et concernant le charbon, on trouve la cuisse ou le bras en commun. Nous avons fait la même chose avec infecté. Tous les mots qui étaient liés à infecté, pour la peste de Marseille et pour la peste de Milan. Et en commun, nous avions le mot lit, le mot habit et le mot air. Donc toujours pareil, on est sur de la literie, sur des habits. Et après, l'air, on peut discuter de air. Peut-être est-ce que ça pourrait indiquer des pestes pulmonaires ou pas. En tout cas, c'est pas du tout ce que les sources historiques indiquent, puisque, comme je vous l'ai dit, ce sont des pestes majoritairement buboniques. Il y a très très peu, on a essayé de retrouver dans les descriptions des symptômes, justement avec la symptomatologie, des choses qui pourraient ressembler à des pestes pulmonaires, donc il y a des expectorations sanguines, des choses comme ça. On en a trouvé peut-être 4 ou 5 sur 200 cas identifiés. Donc ça semble extrêmement rare. Et ensuite, on s'est demandé s'il y avait un vocabulaire du coup propre à la peste. Est-ce qu'on utilise à cette époque-là, on a quasiment un siècle de différence entre la peste de Milan et la peste de Marseille, si à cette époque-là, on a quand même un vocabulaire qui nous indique que les auteurs sont en train de parler d'une épidémie de peste. Alors évidemment, pour faire toutes ces choses-là, vous l'avez vu, je m'en excuse d'ailleurs, je vous ai montré des tableaux en anglais, parce qu'on a du coup tout traduit en anglais. Donc on l'a traduit avec le même logiciel, c'est pas nous qui l'avons traduit, ça s'est traduit automatiquement, et on a vu les mots qu'on avait en commun. Donc ça, pareil, on a essayé de faire une analyse la moins biaisée possible. Donc on a dû tout traduire en anglais, l'italien et le français, et on a regardé en gros quels étaient les mots qu'on avait en commun. Donc ici, ce sont tous les mots significatifs pour l'italien, il y en avait beaucoup plus, 122, 51 pour le français, et ici ce sont les mots qui sont communs à l'italien et au français. Donc à la peste de Milan et à la peste de Marseille. Et si vous voulez, quand vous faites des odds ratios, donc des tests Fisher, c'est un petit peu compliqué, mais c'est extrêmement significatif. C'est-à-dire que ces mots-là, on a 20 fois plus de mots en commun qu'attendus par la chance, par le hasard. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas lié au hasard, justement. Il y a un vrai vocabulaire de peste, qui sont ces mots-là en commun, qui est très intéressant. Donc, pour conclure, on a essayé de mettre au point justement une méthode avec les outils qu'on avait nous, qui étaient les outils biologiques. Donc, on a essayé de faire la même chose, donc c'est-à-dire avec des contrôles négatifs, avec des logiciels. Donc, c'est une méthode de lecture qui est non biaisée et qui est reproductible. C'est ça qui est très intéressant. Vous pouvez le faire 100 fois, vous aurez toujours les mêmes résultats. Vous pouvez le faire sur d'autres textes, ça marche tout le temps.
Donc, c'est la première fois, à ma connaissance, qu'on utilise des contrôles négatifs, justement, comme en biologie, pour une analyse historique de texte. On a besoin, le logiciel fait, vu que c'est un logiciel de biologie qu'on a utilisé, le logiciel en lui-même fait qu'on a besoin de ces contrôles négatifs, je vous l'ai dit, pour qu'il compare les mots entre eux, et tous les mots qu'on a en commun, il les enlève. Sans garde que les mots significatifs, à la fois pour les contrôles négatifs ou pour les textes de peste. C'est une méthode quantitative, bien sûr, c'est la limite, donc c'est pas du qualitatif. Donc on a pensé que ça pouvait être intéressant justement d'étudier les choses qui revenaient à de nombreuses reprises. C'est ça sur les choses sur lesquelles les auteurs ont insisté. J'ai dit que c'était ça qui pouvait être intéressant. Donc ce qu'on apprend, c'est que les rats et les puces, c'est probablement pas les vecteurs préférentiels des pestes de Marseille-Milan. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des contaminations par les rats et les puces. En tout cas, c'est pas ce qui ressort de l'analyse et c'est pas ce qui aurait causé le plus de cas. En général, on pense que les rats et les puces servent à introduire la peste dans une population et après, à partir du moment où vous avez une transmission interhumaine, ce sont les ectoparasites humains qui prennent le relais. Donc voilà, c'est ce qu'on voit avec la literie, les habits, les marchandises qui constituent des sources de peste pour les contemporains de ces pestes-là. Donc ça évoque le possible rôle des ectoparasites humains. Il n'y a pas que nous qui l'avons évoqué, ça a évoqué depuis un moment et donc ça confirme ça, mais c'est la première fois qu'on le confirme avec une analyse de texte historique, pas avec des modèles. Et il semble aussi exister un vocabulaire spécifique à la peste. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait créer un lexique propre à la peste. Bon, pour l'instant, c'est au 17e, au 18e. Il faudrait analyser encore beaucoup de textes et créer un lexique de tous les mots qui sont utilisés pour décrire une épidémie de peste, parce qu'on sait que ce sont des épidémies, en tout cas la peste de Marseille, qui est une épidémie causée par Yersinia pestis. Il y a eu des confirmations paléomicrobiologiques. Milan, non. Justement, on voulait voir aussi un petit peu ça, entre une épidémie confirmée, où on sait qu'on parle de la peste, de Yersinia pestis, c'est une épidémie qui n'est pas confirmée, on a exactement les mêmes mots. Donc c'est aussi intéressant. Donc voilà, je vous remercie.